en plus du trauma collectif qu'on a vécu dans ce pays le 7 octobre, on a un problème, on va avoir un problème de deuil collectif parce que la mort est tellement présente, les gens qu'on a perdus, ce que nos soldats ont dû faire. Et je dois dire qu'une chose qui est très, très émouvante pour moi, c'est à quel point nos soldats sont extraordinaires. Parce que quand ils parlent de la peine de tuer, ils parlent aussi de leur peine par rapport au fait de tuer l'ennemi. Bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Cathy Laoui. Cathy, bonjour, Boker Tov. Makartov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes la présidente fondatrice de Emotion Aid, qui a pour mission essentielle de suivre les cas de post-trauma dans la réalité israélienne aujourd'hui. C'est votre expertise et c'est pour cela que nous vous sollicitons parce que on le sait maintenant, il n'y a quasiment plus de soldats réservistes de Tsahal dans la bande de Gaza. Les réservistes ont été, pour la plupart, dans leur immense majorité, libérés. Et je voudrais qu'on se focalise justement sur le cas des réservistes parce qu'ils sont quand même extrêmement nombreux. Et je voudrais savoir comment doit-on faire face après la libération, on va dire, des réservistes. D'abord on peut déceler des cas de trauma, de post-trauma, et comment on doit les traiter pour ce public de plusieurs centaines de milliers de soldats qui se sont mobilisés, on va dire, depuis le 7 octobre et qui se libèrent maintenant à peine. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que d'abord au niveau de notre association, ce qui nous motive et ce qui nous fait nous lever le matin, c'est qu'on veut éviter le développement d'un maximum de post-trauma. Et je pense que ça devrait être le but global dans la population, parce qu'on parle beaucoup de trauma, mais finalement, on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. Alors, la première chose, en fait, c'est de comprendre. Si on parle de nos réservistes, c'est de comprendre en fait quelles sont les expériences qui sont vécues. Euh, pour certains, de les avoir côtoyés, je peux vous dire que c'est comme recevoir quelqu'un après un voyage interplanétaire. Ils arrivent d'une autre planète. Ils ont vraiment vécu des expériences extrêmement fortes, intenses, qui sont liées à la vie et la mort, qui sont souvent empreintes de mort avec tout ce qui se passe autour. Et ces expériences doivent être digérées et ça prend un certain temps. Heureusement, aujourd'hui, l'armée fait des efforts et ils sont à la sortie en fait de Gaza, à la sortie de la guerre, il y a une période de décompression. Mais avec ça, c'est quand même important pour les conjoints, pour les familles, de comprendre ce qui s'est passé. Alors, peut-être je peux Alors, vous donner quelques alors points oui, là-dessus. peut-être nous donner un cas, des cas que Ouais, vous avez dû ouais, traiter. Quelles sont ouais, les problématiques dominantes? d'accord. Alors, d'abord, au niveau des expériences, parce qu'il y a plusieurs choses. Il y a les expériences vécues qui doivent être digérées et ensuite, il y a les symptômes. Alors, au niveau des expériences de ce qu'ils ont vécu, il faut savoir que cette expérience d'être ensemble dans ces unités combattantes, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est significatif, c'est grand, c'est être ensemble, c'est vraiment être dans une proximité avec les camarades, de lutter ensemble pour le même objectif. Et que, évidemment, quand on rentre de ça, la transition, elle est pas facile parce qu'en fait, tout à coup, on se retrouve dans un monde qui paraît vidé de sens et Oui, de repères par rapport à ce qu'on a vécu avant. Donc ça, oui, c'est la première chose. tout le monde le dit, on l'a vu, les soldats ont beaucoup de mal à revenir dans la réalité, dans la vie civile, et Ouais, de constater que finalement, cette vie civile, elle est pas seulement focalisée autour de ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais c'est les ça. Israéliens vaquent à leurs occupations alors qu'eux étaient focalisés juste donc dans le combat contre le Hamas. Oui, c'est ça, exactement. C'est pour eux, la transition et la prise de conscience n'est pas facile. Et de l'autre côté aussi, ça veut dire pour les familles et pour les conjoints de se rendre compte que d'abord, c'est pas toujours facile. La femme, par exemple, hier, on a travaillé avec un groupe de 43 femmes qui sont des épouses, des partenaires de tankistes, en fait, et qui ont été, je sais pas, quelque chose comme 118 jours à l'intérieur de Gaza. C'était impressionnant parce que dans le groupe de 43, il y avait une dizaine de bébés qui sont nés pendant la guerre.
Et donc, ces femmes-là, ou qui sont un tout petit peu plus grands, donc ces femmes-là se sont retrouvées, en fait, quand les maris sont rentrés à la maison, quelque part, j'imagine que ce qu'elles voulaient faire, la première chose, c'était de leur remettre les bébés dans les bras, etc. Alors que eux, ils sont pas du tout prêts. Ils sont pas du tout prêts. Ils sont encore en mode combat, à nouveau, avec ils ont vécu des choses intenses, ils ont des hormones qui circulent de combat et de, et de survie qui fonctionnent et qui courent dans leur corps. Et donc, ils peuvent pas se revenir évidemment à la vie normale, quotidienne, en 2 minutes. Ça prend un certain temps, donc c'est important d'expliquer ça aux épouses. Et aussi de l'autre côté, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que si on parle des réservistes qui rentrent à la maison, il faut aussi parler des autres combattants, parce que ces femmes-là, c'est les combattantes de l'ombre, c'est les Ouais. combattantes, enfin en hébreu on appelle ça oref, on appelle ça le coup, mais en anglais on appelle ça le home front command, le home front, donc c'est le front arrière, mais c'est le front de la maison, home front. Et elles ont tenu comme des héroïnes, quand on regarde ces femmes, le front de la maison. Donc faut aussi parler d'elles. Dans les expériences aussi qui sont vécues et qui sont très difficiles à digérer, je me rappelle, ça c'est pas nouveau à cette guerre-là. Il y a des choses qui sont nouvelles à cette guerre, mais ça c'est pas nouveau. C'est deux choses qui sont liées en fait à nos sens. Maintenant, il faut comprendre que le langage des sens, il est là pour nous informer constamment du fait est-ce qu'on est en danger ou est-ce qu'on est en sécurité. Et dans le langage des sens, il y a deux sens qui sont particulièrement atteints pour ces soldats. Un, c'est le bruit, parce que dans la guerre, il y a beaucoup de bruit. Et donc, le silence est pas facile. Il faut se réhabituer au silence, même au silence relatif avec des enfants qui pleurent pendant la nuit et tout. C'est quand même pas le bruit intense de la guerre. Et l'autre chose que tout le monde décrit, qui est d'ailleurs une autre problématique dont je suis contente de vous parler, c'est l'odeur. Tout le monde Ouais. parle de l'odeur de Gaza et qui est une espèce d'odeur de mort en fait et qui vient quelque part rejoindre cette expérience de confrontation, de proximité de la vie et de la mort. Et la chose vraiment dont il faut parler, et qui est nouvelle par rapport à cette guerre, c'est que ces soldats-là, ils parlent de la mort. Ils parlent, ces 80 avec qui on était la semaine dernière, ils sont descendus, donc c'est des tankistes, donc normalement ils sont équipés avec du matériel blindé, etc. Ils ont pris des bus, ils ont descendu comme ils pouvaient le 7 octobre, et c'est parmi les premiers à s'être occupés de ce qui s'est passé dans le pourtour de la bande de Gaza et qui ont été libérer les corps, qui ont été défendre évidemment les populations des kibbutzim, etc., par rapport aux terroristes. C'est les premiers qui sont rentrés à travers cette barrière qui avait été brisée, Isolé, qui avait oui. été violée. Et de l'autre côté, ils étaient à nouveau confrontés à la mort, parce que là, ils se sont mis évidemment à abattre des terroristes. Donc, c'était à Mhm. nouveau une confrontation à la mort. Ensuite, hélas, ils ont perdu des amis Mhm. dans leurs unités. Tout le monde a perdu des camarades, plus ou moins proches. Donc ça, c'est à nouveau une confrontation à la mort. Et puis cette odeur de mort qui les a envahis et qui les ont pénétrés pendant toutes ces semaines. Donc je pense que en plus du trauma collectif qu'on a vécu dans ce pays le 7 octobre, euh, on va avoir un problème de deuil collectif parce que la mort est tellement présente, les gens qu'on a perdus, ce que nos soldats ont dû faire. Et je dois dire qu'une chose qui est très, très émouvante pour moi quand je constate ça à chaque fois, c'est à quel point nos soldats sont extraordinaires. Parce que quand ils parlent de la peine de tuer, ils parlent aussi de leur peine par rapport au fait de tuer l'ennemi. Mhm. Ça Et existe, ça. ça existe et c'est un tel contraste par rapport à ce qu'on ressent de ce qui nous vient de l'autre côté, où quelque part on se réjouit de nous tuer. Enfin, voilà, et encore Ouais. 2 jours, il y a eu 3 jours, quand on a eu des morts. Ça a été célébré à Gaza par distribution de baklawa et de gâteaux d'hiver. Chez nous, c'est pas quelque chose de simple de tuer, Ouais. voilà, et Alors, c'est quelque chose à il digérer. y a un élément, Cathy,
dans ce conflit dans la bande de Gaza qui est, à mon avis, nouveau. Et je voudrais savoir si ça se répercute dans différentes formes de traumatisme. C'est le fait de combattre sous terre, c'est-à-dire dans les tunnels. Ces tunnels qui sont omniprésents. On parle. Tout le monde, l'armée nous explique qu'elle a développé au fur et à mesure des combats la capacité de combattre à la fois sous terre et à la fois sur terre. Est-ce que vous avez retrouvé des symptômes de dégâts que pourraient causer Parce que enfin, ceux qui sont allés dans les tunnels on le disent, c'est irrespirable, c'est au bout de quelques minutes, on a envie de sortir, même si on n'est pas claustrophobe. Comment ça se traduit concrètement dans les traitements, dans les témoignages des soldats que vous avez entendus? Ben, si vous voulez, si tu veux, en fait, le trauma, qu'est-ce que c'est? Le trauma, c'est le résultat d'être confronté au danger et d'arriver à le digérer plus ou moins bien. Et alors, si on parle d'être confronté au danger, c'est déjà pas évident quand on est confronté au danger sur Terre, mais quand on est confronté au danger sous la Terre, on ne sait pas d'où ils vont émerger. Quand on est ceux qui sont dans les tunnels, évidemment, mais même en fait, ils émergent des tunnels un peu partout. Je me suis occupée d'un commandant d'une unité de Tsantranim, donc de parachutistes, à 42 ans. Il est à la fin de sa période normalement de bidouille, mais il s'est porté volontaire et quelqu'un de vraiment un triathloniste, donc quelqu'un de très Ouais, très résistant solide. et voilà de solide. Et donc, mais là, cette fois-ci, il avait du mal avec son sommeil. Bon, enfin, on a géré les choses très rapidement en une séance. En fait, c'est tout ce qu'il lui a fallu. Mais en fait, la chose qui était difficile pour lui, il avait deux événements. Et un événement lié au danger dont il m'a parlé, particulier, c'était les 3 jours où, en fait, il y avait un sniper de Hamas qui n'arrêtait pas de leur tirer dessus. Alors, il leur tirait dessus pendant quelques heures. Ensuite, manifestement, il allait dormir. Ensuite, il tirait d'un autre endroit. Et évidemment que malgré le fait qu'il y a beaucoup d'immeubles qui ont été détruits, il y a des ruines, Bien sûr. etc. Et puis un sniper, il tire à 1 kilomètre de distance. Et il a dit que ça lui a pris 3 jours avant d'identifier où était le sniper ennemi et de l'abattre. Et pendant ces 3 jours, enfin, vous imaginez l'angoisse, parce que c'est non seulement qu'il devait s'occuper enfin, il devait protéger ses 120 personnes, ses 120 soldats, et donc ce sens de danger intense qui est long, et ça, cette guerre aussi là, elle est longue, ça veut dire elle Oui, est la c'est plus ça. C'est longue aussi qu'on un ait jamais paramètre, vécue. c'est la plus longue, bien plus longue que Absolument. d'autres. C'est aussi un paramètre très, très important. Et la conséquence aussi de ce paramètre, c'est qu'on est parfois confronté à des dangers qui sont plus intenses ou qui sont nouveaux. Par exemple, pour ce commandant-là, c'est le fait de se retrouver à un moment sur le terrain et il était avec son unité et il était avec un autre commandant qui avait une unité parallèle. Et tout à coup, l'autre commandant a vécu ce qu'on appelle en hébreu un LM crash, c'est-à-dire il s'est figé dans le combat. Et ça, c'est une réaction traumatique aussi. C'est une forme d'instinct de défense, en fait, du corps qui se fige parce que tout à coup, la peur est tellement intense que tout le système nerveux se bloque quelque part. Et en fait, ce qu'il a dû faire, c'était s'occuper pas seulement de ses hommes à ce moment-là, mais s'occuper aussi des hommes de son camarade, de l'autre commandant. Et donc, il s'est retrouvé tout à coup à diriger pas 120, mais 140 hommes. Oui, mais qu'est-ce qu'on Et fait, par exemple, dans le cas précis, quand un commandant, un officier se retrouve en LM Crave, comme vous dites, et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, en tout cas, au niveau de l'armée? Est-ce qu'on doit le rapatrier en Israël immédiatement? Alors, idéalement, si on connaît les outils émotionnels, on peut le sortir de l'LM Craft comme ça. On peut le sortir tout de Ah suite de ce oui, figement. Oui. Donc, si on sait quoi faire, parce qu'en fait, à nouveau, c'est une histoire d'aller dialoguer avec le système nerveux. Si oui, on sait le faire et on sait le ramener dans l'ici et maintenant, parce que quand il est en fait dans cette position de figement, quelque part, il est déconnecté. Donc, il faut l'aider à se reconnecter. Si on sait le faire, ça va très très vite. En général, ça dure pas. Ok, ça dure pas. Mais évidemment que pour ce commandant-là, il a dû ramener ça à la maison et après il a dû gérer parce que c'était un moment de peur extrêmement intense. Je voudrais Donc, vous demander, Cathy, je mm, voudrais vous demander vraiment,
aussi parce que le temps presse. Je voudrais vous demander que doivent faire les proches. Alors, vous avez parlé tout à l'heure des femmes qui ont été effectivement des héroïnes durant ces 4 ou 5 mois. Comment les proches doivent se conduire face, par exemple, ceux qui ont des enfants, certains sont mariés, d'autres pas mariés. Comment on doit réagir? Est-ce que on peut poser des questions sur ce qu'ils ont vécu? Est-ce qu'on ne doit pas poser des questions? Est-ce qu'on doit les laisser s'exprimer? Est-ce qu'on doit au contraire les forcer à s'exprimer pour essayer de faire sortir quelque chose qui les retient? Alors, il faut savoir une chose, c'est que quand les combattants reviennent, là où ils arrivent le mieux à s'exprimer, c'est avec leurs camarades. Parce Oui. qu'évidemment, ils ont vécu la même expérience. Donc, donc, je pense que la première chose à faire, c'est être patient. Le temps aide. Petit à petit, ils vont pouvoir s'ouvrir, ils vont pouvoir raconter, ils vont pouvoir dormir mieux, parce qu'il faut savoir qu'ils n'ont pas dormi pendant des semaines et des semaines, ou en tout Mhm. cas, ils ont dormi de façon extrêmement irrégulière. Ils n'ont pas eu de salle de bain, ils n'ont pas eu de toilette, ils n'ont pas eu de nourriture. Donc, il faut leur laisser un tout petit peu de temps pour ils reviennent à la réalité. Et puis, ils n'ont pas vu le monde. Nous, on n'a pas vu ce qui leur est arrivé, mais eux, ils n'ont pas non plus vu les processus qu'on a pu vivre ici et comment le monde a changé, Ouais. comment ce qui a pu changer dans ce pays, donc évidemment. Et le fait que, je veux dire, le plus on est informé sur ce qu'est le post-trauma, et le plus c'est facile en fait pour la population, parce que je crois qu'une des choses les plus difficiles, c'est quand on ne comprend pas. Maintenant, je pense qu'il y a une chose qui va prendre plus de temps et qui va être plus difficile, c'est l'histoire du deuil. Le deuil, ça va nous prendre du temps. Et si je pense par exemple à Yom HaZikaron, je pense qu'on va devoir faire, et peut-être qu'on peut même travailler là-dessus, Ouais. avec Kalita pour certaines choses, parce que je crois qu'on va devoir vraiment préparer le Yom HaZikaron pour, euh, pour nous permettre à tous, mais particulièrement aux soldats combattants, à ce que ça soit le plus facile possible. Mhm. Eh bien, Cathy, là oui, merci beaucoup de nous avoir donné toutes ces clés, on va dire, pour essayer Ouais. de faire face à cette réalité, en particulier pour les soldats réservistes hein, qui donc ont terminé ou terminent leur période de réserve, une très longue période de réserve et qui peuvent revenir du front avec certains traumatismes. Merci de nous avoir donné certaines clés. Avec Et plaisir, bien entendu, Daniel. on peut peut-être tout simplement informer nos auditeurs que EmotionAid peut, comme son nom l'indique, aider, peut apporter une contribution, essayer d'atténuer donc les retours de ces réservistes. Et Ouais, alors, absolument. comment on peut être en contact avec EmotionAid et de quelle manière? Alors, je crois qu'il y a déjà un programme avec qualité avec le docteur Laurence Tolup qui s'occupe du monde francophone Voilà. chez nous. Et donc, je pense qu'il faut continuer avec la même voie, et peut-être qu'on peut donner son numéro ou bien euh, autrement nous joindre à travers emotionnet.com. Eh bien, Cathy Laoui, merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel. Merci Daniel.